Joindre à nous aujourd'hui pour cette séance officielle en marge de la 17e conférence des États parties à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Je m'appelle Tara Lavandier, je suis directrice exécutive des opérations et de l'impact social à Inclusion Canada. Je suis une femme blanche de petite taille avec de longs cheveux noirs. Je vis à Toronto, au Canada, sur le territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Et je vous parle depuis ma chambre d'hôtel à New York, tandis que j'assiste à la conférence et j'espère qu'il n'y a pas trop de sirènes. Et si vous les entendez, je vous présente mes excuses. Je suis heureuse d'être votre animatrice aujourd'hui pour cette importante discussion sur la capacité juridique et les avancées législatives en matière de prise de décision assistée. Avant de commencer, nous allons passer en revue quelques questions d'ordre administratif et d'accessibilité. L'événement aujourd'hui va durer jusqu'à 11h15 heure de l'Est. Cet événement sera présenté en anglais, l'interprétation simultanée en français, en ASL, en LSQ et avec le sous-titrage carte en anglais et en français. Pour activer le sous-titrage carte en anglais ou en français, veuillez cliquer sur le lien fourni dans la boîte de dialogue. Les sous-titres carte apparaîtront dans une nouvelle fenêtre. La barre d'outils située en haut de la fenêtre vous permet d'ajuster la taille, le style et la couleur des sous-titres. Vous pouvez aussi modifier la couleur de l'arrière-plan. Pour activer l'interprétation simultanée en français, allez dans la barre d'outils en bas de votre écran et cliquez sur la flèche à côté du bouton Interprétation. Un menu d'options apparaît. Vous pouvez cliquer sur Français et vous pourrez alors entendre l'interprète français ainsi que le son original à un niveau beaucoup plus bas. Si vous souhaitez supprimer le son original anglais, cliquez à nouveau sur le bouton Interprétation et sélectionnez Couper le son original. Vous n'entendrez plus que l'interprète. Nous avons aussi le plaisir d'avoir des interprètes en American Sign Language et en langue des signes du Québec. Les interprètes ASL et LSQ seront visibles à la caméra. Les interprètes se sont identifiés en tant que ASL 1, LSQ 1 sur leur vidéo pour vous permettre de les localiser plus facilement. Nous mettrons en évidence les interprètes ASL et LSQ afin que leur vidéo reste toujours visible sur votre écran. Pour vous assurer que vous pouvez voir le panéliste qui parle et l'interprète en même temps, nous vous recommandons d'utiliser un affichage côte à côte. Pour avoir cet affichage côte à côte, cliquez sur Affichage dans le coin supérieur droit de votre écran, puis côte à côte Galerie. Il y aura une séance de questions-réponses à la fin des présentations. Vous pouvez soumettre des questions en utilisant la fonction Q et R. Q et A. Vous pouvez ouvrir cette fonction en cliquant Q et A, Q et R. Et vous pouvez cliquer dessus en bas de votre écran. La boîte de questions-réponses peut être déplacée en cliquant dessus et en la faisant glisser. Vous pouvez la fermer en cliquant sur le point rouge dans le coin supérieur gauche. Nous comprenons que la boîte de questions ne peut pas être accessible à tout le monde, donc vous pouvez aussi envoyer des courriels à forum@commercialinclusioncanada.ca. En raison du grand nombre de participants au webinaire d'aujourd'hui, il se peut qu'on ne soit pas possible de répondre à toutes les questions, mais nous allons faire de notre mieux. Si vous avez des difficultés techniques, envoyez-nous un courriel à forum@commercialinclusioncanada.ca et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Pour éviter les problèmes courants, assurez-vous de regarder le webinaire à partir d'un endroit où la connexion Internet est robuste et que le volume est activé. Cette séance est enregistrée pour être visionnée à l'avenir sur le site web d'Inclusion Canada et sur les canaux de médias sociaux. Je vais commencer par inviter Moira Wilson, présidente d'Inclusion Canada, à prononcer le discours d'ouverture. À vous, Moira. Merci, Tara. Bienvenue tout le monde à notre séance parallèle sur la capacité juridique sans frontières. Je m'appelle Moira Wilson et je suis la présidente d'Inclusion Canada, la fédération nationale qui œuvre pour la pleine intégration et les droits de la personne, des personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille. Je suis la maman de 4 enfants adultes, dont l'un vit avec une déficience intellectuelle. Le mouvement d'inclusion a joué un rôle déterminant dans l'accès de mon fils Michael à l'éducation, à l'emploi et à une place valorisée au sein de notre communauté. Je suis une femme blanche aux cheveux bruns courts et lunettes. Je vous rejoins de chez moi, dans la province du Nouveau-Brunswick, qui est sur la côte est du Canada. Je vis sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples Wolastoqey et Mi'kmaq. Je suppose que beaucoup d'entre vous sont réunis à New York sur la terre des Lenape.
Bien que nous nous réunissons aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, j'aimerais saluer les terres que nous appelons nos foyers et celles que nous avons le privilège de visiter. Nous faisons ceci pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité à l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. L'article 12 est au cœur de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la CDPH. Il affirme le droit des personnes handicapées à jouir de la capacité juridique sur la base d'égalité avec les autres. En d'autres termes, c'est le droit de décider. Notre gouvernement provincial ici au Nouveau-Brunswick a récemment adopté une loi qui protège et fait la promotion de la prise de décision assistée. Cette nouvelle loi permet aux personnes handicapées de prendre leurs propres décisions avec le soutien, l'aide ou la représentation nécessaire. Et ce n'est pas encore la norme ici au Canada. Aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, partager nos expériences et mettre en lumière ces avancées. Notre objectif est d'ouvrir la voie des sociétés plus inclusives, où chacun a sa place. Je tiens à remercier nos panélistes aujourd'hui et vous tous de vous être joints à nous. J'attends avec impatience les discussions approfondies qui nous attendent. Merci. Merci, Moira. Notre premier intervenant aujourd'hui est Ken Pike. Ken est un avocat du Nouveau-Brunswick au Canada qui a passé près de 40 ans à défendre les droits et l'inclusion des personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. Il a un frère aîné atteint du syndrome de Down et il vient de prendre sa retraite de directeur de la politique sociale d'inclusion Nouveau-Brunswick qui fait partie de la Fédération Inclusion Canada. Ken a participé directement à l'élaboration de nombreux aspects de la législation de la politique en matière de handicap et d'inclusion au Nouveau-Brunswick. Au cours des dernières années, il a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick à l'élaboration d'une nouvelle loi sur la prise de décision qui soutient la capacité juridique des personnes qui peuvent avoir besoin d'aide ou de soutien pour prendre des décisions. Ken, allez-y. Merci beaucoup, Tara. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et de faire une présentation de ce qui s'est passé au Nouveau-Brunswick. On m'a demandé de parler un petit peu du processus et de l'aspect des procédures quant à arriver à cette nouvelle loi. Je vais parler des stratégies que nous avons utilisées ainsi que des défis et des réussites. Tout d'abord, je veux reconnaître le rôle du gouvernement du Nouveau-Brunswick, la volonté des représentants du gouvernement qui étaient ouverts d'esprit et souples. Et on ne peut pas sous-estimer ceci. Ça a été vraiment très apprécié. Pour lancer une réforme législative, il y a eu des discussions par rapport à la prise de décision appuyée depuis le début des années 90, quand Inclusion Canada avait un groupe de travail à ce sujet. Donc, il y a eu des conversations pendant de nombreuses années. Mais le point de départ de la réforme au Nouveau-Brunswick a commencé aux alentours de 2016. C'était suite à une décision de justice dans la province voisine de Nouvelle-Écosse. Et cette décision indiquait que la loi sur les personnes incompétentes ne correspondait pas à la Charte des droits et libertés. Et cette loi était aussi en vigueur au Nouveau-Brunswick jusqu'en 2023. Donc, cette cause devant les tribunaux a entraîné une nouvelle loi en Nouvelle-Écosse, à peu près un an plus tard. Et donc, ces changements nous ont vraiment intéressés, et surtout le processus. Et beaucoup de défenseurs des droits des personnes handicapées étaient déçus de la réforme en Nouvelle-Écosse, qui n'allait pas assez loin, qui ne donnait pas la possibilité aux gens d'être aidés dans la prise de décision. Donc, avec cette cause en Nouvelle-Écosse, il était clair au Nouveau-Brunswick, y compris des avocats du gouvernement et des avocats au niveau des organisations de défense des droits,
que la loi existante n'était pas constitutionnelle et ne se concentrait que sur la prise de décision, un substitut de prise de décision. En 2021, le gouvernement a commencé à changer la loi. Et donc, ils ont d'abord commencé à poser des questions pour avoir des commentaires. Une de ces questions, c'était, est-ce que la loi doit réfléchir les concepts que l'on retrouve dans l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, selon lequel toute personne a la capacité juridique et les personnes handicapées pourraient avoir besoin de soutien pour exercer cette capacité juridique. De notre point de vue, cette question était très importante pour avoir une réforme de la loi. Et pour nous, c'était un signal du gouvernement qui était ouvert à prendre en considération l'article 12. Le processus de changement de la loi a pris presque 2 ans. Et c'était assez controversé, même si tout le monde comprenait que l'ancienne loi était dépassée. Et donc, le gouvernement a commencé à consulter différents groupes, y compris des organisations de personnes handicapées, des avocats, des médecins et d'autres. Et ces consultations ont été faites individuellement sur 18 mois. À Inclusion Nouveau-Brunswick, on a passé beaucoup de temps à se préparer, à mettre en place des propositions législatives. On voulait mettre de l'avant ce que nous pensions le plus clairement possible. Et on a eu de l'aide grâce au travail précédent d'Inclusion Canada, en particulier au niveau des recommandations sur le cadre de nouvelles lois sur la capacité juridique. Il y avait des documents du gouvernement fédéral qu'Inclusion Canada a créé aux alentours de 2013-2014, expliquant ce à quoi devrait ressembler une réforme de la loi. On a aussi pu consulter nos experts nationaux, dont Michael Back. On a eu des discussions avec le gouvernement et c'était très, très précieux pour nous de pouvoir discuter d'idées, de stratégies avec lui. Et la stratégie pour nous, c'était d'avoir des discussions de fond avec des personnes, en particulier une personne qui s'occupait des réformes juridiques au sein du gouvernement. Et nous avons discuté de beaucoup de questions au cours de ces 12 à 18 mois. Certains des défis et des réussites par rapport à cette nouvelle loi, tout d'abord, il y a eu quelques réalités et des défis qu'on savait qu'on devait affronter très tôt. Le test de la décision, de la prise de décision allait être difficile et ne pouvait pas être remplacé complètement dans la nouvelle loi. Donc, il a fallu trouver un moyen de reconnaître que les gens devaient être appuyés pour répondre à ce test de la capacité. Et nous comprenions aussi que les options de prise de décision par d'autres personnes allaient probablement rester dans la loi. Et ça, c'est relativement aux réserves du Canada par rapport à l'article 12. Donc, dans nos propositions au gouvernement provincial, on voulait s'assurer que la prise de décision par d'autres personnes était vraiment le dernier recours et que une nouvelle loi devrait mettre en avant du soutien plutôt qu'un remplacement. Donc, on a utilisé un principe pour assurer la prise de décision assistée et que ce serait au cœur de la nouvelle loi. On a dû aussi trouver des options pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou cognitives très lourdes. On a dû trouver des moyens pour que les gens puissent nommer quelqu'un par l'intermédiaire d'un document. C'est assez commun dans beaucoup de gouvernements au Canada et aux États-Unis, où les gens peuvent nommer quelqu'un qui peut les appuyer.
Mais ces lois laissent de côté les gens qui ne peuvent pas comprendre ce type d'entente. Donc les gens avec des déficiences intellectuelles ou cognitives beaucoup plus importantes se retrouvaient généralement relégués à l'option de remplacement de la prise de décision. Et donc, la nouvelle loi permet de nommer quelqu'un pour aider la personne ayant une déficience dans tout le processus. Donc, c'est assez important du test de la capacité, et très différent du test de la capacité. Quelqu'un peut être nommé pour aider à la prise de décision. Et cette loi montre différents moyens de prendre une décision. La personne qui appuie doit montrer qu'elle a une relation de confiance envers la personne et qu'elle peut aider et qu'elle peut comprendre aussi. Et tout ça est guidé par les souhaits de la personne avec une déficience. Et pour nous, c'était tout nouveau parce que la nouvelle loi reconnaît maintenant que les gens vont prendre des décisions de concert avec des gens en qui elles ont confiance. Et donc ensuite, il y a eu l'ébauche de la nouvelle loi. Au Nouveau-Brunswick, on s'inspire de causes dans d'autres gouvernements. On ne peut pas voir les ébauches avant que le projet de loi soit présenté à l'Assemblée. Donc, jusqu'à ce que nous voyions le projet de loi, on n'avait aucune idée de voir comment ces concepts pourraient être expliqués en langage juridique. Et écrire une loi, c'est difficile. Et on aurait voulu voir des choses exprimées de manière différente dans la loi, mais dans l'ensemble, ceux qui ont créé la loi ont bien compris ce que nous voulions. Donc, cette loi est encore toute nouvelle. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser le public et s'assurer que la loi est mise en place d'une manière qui appuie l'objectif de la loi. À l'heure actuelle, nous travaillons à faire des évaluations de la capacité dans différents contextes en intégrant les personnes de soutien. Et on a encore besoin d'une demande auprès d'un tribunal. Et ça va continuer au cours des prochains mois. Le travail sur la nouvelle loi va prendre des mois, voire des années, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a quelque chose de solide avec quoi travailler pour aider l'autonomie des gens et leur droit de prendre des décisions. Merci. Merci, Ken. Ça nous permet de bien commencer. Maintenant, je vais souhaiter la bienvenue à Kurt Goddard. Kurt vit à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, sur les terres traditionnelles et non cédées du peuple Wolastoq. En tant que directeur exécutif des affaires juridiques et publiques d'Inclusion Canada, Kurt se concentre sur les priorités stratégiques en matière de capacité juridique, d'accès à la justice et de promotion des droits de la personne dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il collabore aussi aux questions d'accès aux soins de santé, notamment en ce qui concerne l'aide médicale à mourir pour les personnes ayant une déficience. Kurt est un avocat agréé et un conseiller juridique interne d'Inclusion Canada. Kurt, à vous la parole. C'est un honneur de parler avec vous aujourd'hui par rapport à cet événement juridique pour la prise de décision assistée au Nouveau-Brunswick, au Canada. C'est un plaisir d'être ici avec vous dans cette séance sur la capacité juridique sans frontières et je veux vraiment souhaiter la bienvenue à tous les participants du Canada et d'ailleurs. Tandis que nous cherchons à créer une société plus inclusive où tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions et à l'autonomie et voir son autonomie respectée. Donc d'abord, je vais faire un petit aperçu de la loi et expliquer certains des éléments clés. Pour commencer, sur la loi que je vais simplement appeler la loi du Nouveau-Brunswick, c'est une loi toute nouvelle. C'est la première fois qu'une province canadienne a reconnu les arrangements de prise de décision assistée
et à limiter inaudible. Cette approche aide les personnes avec des déficiences à prendre leurs propres décisions avec du soutien et ça, c'est un miroir de ce qu'on retrouve dans l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées. Ça reconnaît que chaque personne, quelle que soit leur capacité cognitive, a le droit de prendre leurs propres décisions. La loi a reçu la sanction royale le 16 décembre 2022 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Donc, quelques sections de l'article pour vous. L'article 3 sur la capacité, ça indique qu'une personne a la capacité de prendre des décisions, même s'ils prennent des choix que d'autres considéraient à risque ou pas sages. Ils ont la capacité d'apprécier les conséquences raisonnables de leur prise de décision. Et donc, la loi, c'est pas prendre la bonne décision, mais c'est comprendre les résultats possibles avec du soutien. Ça permet aux gens de prendre leurs décisions, même si d'autres personnes considéreraient que ça ne serait pas la bonne décision. L'article 4, l'objectif de la loi, c'est de protéger et de promouvoir l'autonomie et la dignité des personnes qui ont besoin d'accompagnement. La loi précise que les personnes devraient pouvoir bénéficier de l'accompagnement dont elles ont besoin pour prendre des décisions au sujet de leur vie ou y participer, et ce, dans toute la mesure du possible. Et ça s'aligne à l'article 12 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, qui dit à peu près la même chose. Ensuite, on parle des différents niveaux de soutien disponibles dans la loi. Il y a 3 niveaux de soutien. Niveau 1, c'est l'aide, ensuite la personne qui soutient et les représentants. Donc, on va d'abord parler de l'assistance. Ça peut aider à des tâches précises et la personne garde l'autorité. Une personne assistée, c'est quelqu'un qui a eu cette assistance pour autoriser ceci. La personne doit avoir au moins 19 ans et doit être apte à donner une autorisation d'assistance à la prise de décision. Et donc, dans les pouvoirs qui sont conférés, ça permet de s'assurer que la personne a le contrôle de qui les aide et en quelle capacité. Par exemple, dans l'article 6.3, l'autorisation peut porter les soins personnels et les questions financières. Et les décisions peuvent être communautées. La personne qui aide doit faire ça de manière honnête et de bonne foi. Maintenant, je vais parler des personnes qui soutiennent. Les assistants sont nommés par un processus plus rigoureux. Une personne qui reçoit un assistant est quelqu'un qui est déjà sous le coup d'un ordre. La personne qui peut devenir assistante doit avoir différents documents, des sommaires financiers, un affidavit et autres documents requis. Les propriétés doivent être séparées de la personne appuyée, sauf s'ils en reçoivent l'autorisation. Le tribunal prend en considération la relation à la personne assistée, les points de vue de la personne assistée, la capacité et la disponibilité des personnes. Ce processus s'assure que la personne qui assiste est dans une véritable relation avec la personne assistée. Ce processus comprend la discussion d'options disponibles qui considèrent leurs souhaits et préférences en acceptant leur décision. Leur décision est acceptée sauf si ça peut causer de gros problèmes. Donc, la personne aidée exprime là aussi ses souhaits. Maintenant, je vais parler des représentants.
qui prennent des décisions sous certaines conditions. C'est une personne qui fait l'objet d'une requête en vue d'obtenir une ordonnance de représentation ou qui est déjà sous le coup d'une telle ordonnance. Il y a un affidavit des requis, un rapport d'évaluation de l'aptitude, un sommaire financier et tout autre document exigé. Donc, la section 41.2a indique que les représentants peuvent prendre les décisions et agir au nom de la personne représentée, obtenir de quiconque tout renseignement pertinent à une question indiquée dans l'ordonnance de représentation. Et il faut toujours utiliser les moyens qui ont le moins d'impact possible. Et le représentant doit mettre la priorité du bien-être de la personne représentée. Et si le représentant n'a pas suffisamment de connaissances par rapport aux souhaits de la personne ou si en suivant ses souhaits, ça pourrait causer des dangers, le représentant doit s'assurer du bien-être absolu de la personne. Maintenant, je vais parler un petit peu des réserves du Canada par rapport à l'article 12. Si vous n'êtes pas du Canada, le Canada a des réserves par l'article 12. Nous avons une structure fédérée où les provinces et les territoires ont différents accords. La réservation continue d'exister parce que nos provinces et territoires ne peuvent pas tomber d'accord sur la mise en place de l'article 12, mais l'avancée faite au Nouveau-Brunswick montre que le progrès est possible malgré cette réserve et nous espérons que le travail fait au Nouveau-Brunswick et dans d'autres provinces va permettre à supprimer finalement cette réserve. Maintenant, vous allez entendre ce qui est fait et ce que fait le Canada peut être important et peut aider d'autres pays aussi dans cette approche. L'approche du Nouveau-Brunswick met la personne avec une déficience au cœur de la prise de décision et ça montre que les progrès au Canada peuvent encourager plus de dialogue et peut-être des progrès dans d'autres pays. Et mettre aussi en avant des pratiques exemplaires invite les gens à partager leur expérience et essayons d'explorer des moyens de mettre les personnes avec des déficiences au cœur de tout ce que nous faisons. En discutant, en partageant, nous pouvons voir comment nous pouvons respecter la dignité de chaque personne. Et cette séance, c'est vraiment un point de départ pour avoir un bon début de conversation. Et je veux vous remercier pour votre attention et j'ai hâte de voir les discussions et d'entendre ce que vous pouvez faire pour appuyer ce travail et j'espère vraiment qu'on utilise cette possibilité pour bâtir de nouveaux partenariats et continuons de nous engager à faire avancer le droit d'exercer la capacité juridique dans la prise de décision assistée pour toutes les personnes, pour s'assurer que tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions et vive en dignité et autonomie. Merci beaucoup. Thank you, Kurt. Joining us next is Fael Odeni. Fael has worked for many years in advocacy for people with Merci, Kurt. Nous avons maintenant Fael Odeni, qui travaille depuis de nombreuses années avec l'Association kenyane des personnes handicapées, connue comme CAI. C'est une postdoctorale internationale qui est aussi membre du CA, du groupe Women Enabled International. Elle a une sœur handicapée et ses antécédents sont dans le travail social. Elle a beaucoup d'expérience en tant qu'intermédiaire de la justice, puis la facilitation de la communication entre les personnes handicapées sur le plan intellectuel et le système de justice. Merci Fael, bienvenue. Merci Tara. Comme vous savez, je suis Fael Odeni et je vais parler du projet de recherche que je fais avec Inclusion internationale. Dans cette recherche, ce que nous essayons de faire pour l'inclusion, c'est de voir comment la capacité juridique est vue dans d'autres pays en ce qui concerne les personnes handicapées. Et ce que nous voulons faire, c'est de créer une trousse d'outils pour les membres d'Inclusion internationale sur
l'aide à la prise de décision comprenant des ressources et des directives pour l'utilisation. On veut aussi créer un module d'apprentissage pour que les membres puissent défendre leurs propres droits en ce qui concerne la prise de décision assistée et la capacité juridique. Nous avons aussi une publication qui arrive à la fin de l'année. Donc, ce que nous savons maintenant, c'est que de nombreuses personnes avec des handicaps intellectuels sont encore limitées en ce qui concerne les décisions qu'ils peuvent prendre. Donc, des choses comme des tutelles existent encore. La prise de décision substituée sont encore utilisées pour limiter la capacité de prise de décision des personnes ayant un trouble intellectuel. Donc, ces genres d'attitudes existent encore en ce qui concerne les personnes handicapées sur le plan intellectuel et leur capacité de prendre des décisions. Et la perception est que si on n'a pas une aptitude cognitive, on n'a pas la capacité de prendre des décisions. Et c'est particulièrement le cas quand on a un handicap intellectuel grave. Et ça fait en sorte que les choses sont très difficiles en ce qui concerne ces droits. Et nous avons donc besoin d'une stratégie multidimensionnelle comme celle du Nouveau-Brunswick, de laquelle nous devrons tous retenir des leçons et voir comment les gens ont réussi à accomplir certaines choses. Les défis auxquels nous faisons face présentement portent sur le manque de compréhension de la façon dont cette restriction de prise de décision a un impact sur les personnes ayant un handicap intellectuel. Nous ne comprenons pas que les gens peuvent prendre des décisions de manière indépendante et interdépendante. Donc, nous avons des restrictions concernant la façon dont les gens communiquent et des gens ayant un handicap intellectuel n'ont souvent pas un statut reconnu dans la loi et des gens qui sont proches d'eux prennent leurs décisions à leur place. Donc, cette mécompréhension de leur capacité de prendre des décisions est profondément ancrée dans les lois et provient du système médical. On ne comprend souvent pas qu'est-ce que c'est d'être une personne qui n'a pas d'autonomie. Nous n'avons pas de protocoles qui tiennent compte des préférences et de la volonté des personnes ayant un handicap intellectuel. Il y a de nombreuses façons d'évaluer la situation. Il n'est pas un modèle qui convient à toutes les situations. Et dans plusieurs pays, il est donc très difficile pour les gens ayant un handicap intellectuel pour être considérés comme aptes à la prise de décision. Il faut prendre compte de la façon unique dont les gens communiquent et de la façon dont ils établissent leur propre prise de décision et leur propre communication. Il faut avoir un régime où les gens sont traités avec dignité et respect. Nous croyons que tout le monde devrait avoir une capacité juridique et que les personnes ayant un handicap intellectuel devraient être appuyées pour exercer leur droit de prendre des décisions et ces droits devraient être respectés. Nous voulons habiliter les personnes ayant des troubles intellectuels à prendre leurs propres décisions et nous voulons que ces personnes puissent prendre la parole à leur propre nom en ce qui concerne leur droit de prendre des décisions. Il faut aussi inclure leur famille et les sensibiliser à la bonne façon de défendre les personnes ayant des troubles intellectuels. Nous voulons aussi travailler avec les communautés parce que nous comprenons que dans de nombreuses communautés, il existe différentes attitudes concernant la prise de décision et la capacité des personnes handicapées intellectuellement à prendre des décisions. Nous avons des endroits comme à Zambia où il y a eu des activités organisées pour sensibiliser les gens à la question. La volonté des personnes handicapées intellectuellement est respectée dans les lois de plus en plus partout au monde et des partenariats entre des organisations pour les personnes handicapées intellectuellement et d'autres organisations comme le gouvernement et les communautés afin de mieux comprendre les droits des personnes ayant un handicap intellectuel et leur droit de prendre leurs propres décisions. Nous devons aussi développer des outils sur la capacité juridique et améliorer les approches communautaires en ce qui concerne la capacité juridique. Il faut avoir ces outils pour améliorer le leadership et la compréhension du droit à la capacité juridique et de la manière de l'exercer pour les personnes handicapées. Nous devons avoir des soutiens techniques comme ce que nous avons avec CART ici.
Nous avons beaucoup de personnes ayant des handicaps intellectuels qui sont contestées devant les tribunaux en ce qui concerne leurs capacités et nous devons avoir un bassin de personnes qui nous soutiennent. Donc, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Merci. Merci, Faël. Nous avons donc de l'Argentine Paula Jalanche, qui est cofondatrice et présidente de Fondación Visibilia. Elle est parent d'un fils handicapé et avocate du droit des personnes handicapées. Elle est professeure universitaire et a publié de nombreux documents sur les droits civils. Elle a aussi beaucoup d'expérience en rédaction de documents accessibles. Merci, Paola. Bienvenue. Vous pouvez commencer. Bonjour tout le monde. C'est un bonheur pour moi d'être ici et de vous faire part de mon expérience et de continuer à en apprendre de vos expériences. Comme il a été dit aujourd'hui, l'article 12 est très important. C'est la clé des droits en ce qui concerne la capacité juridique. En Argentine, en 2015, le Code civil a été refondu et dans cette modification, il y a eu un alignement des règlements portant sur la capacité juridique en alignement avec la Convention. Dans ce modèle, il y a eu comme conséquence de souligner les obstacles principaux concernant la capacité juridique. Le premier obstacle porte sur la confusion qui existe dans notre société en ce qui concerne le concept de capacité juridique et la capacité mentale. La capacité juridique ne veut pas dire la capacité cognitive. La capacité juridique me permet de prendre des décisions. La capacité mentale ou cognitive me permet de comprendre mes décisions. Donc, cette distinction représente un obstacle principal pour les personnes handicapées qui ne leur permet pas d'exercer leur pleine capacité. Et une de ces barrières qui est très importante porte sur la confusion de ces concepts dans la famille. La famille reste le premier endroit où on voit une discrimination innocente. Par amour, on surprotège et cette surprotection empêche l'exercice de la pleine capacité. Donc, les familles doivent être courageuses et faire face à cette idée pour éliminer cette menace. Toutefois, dans notre quotidien, nous voyons qu'il existe aussi des barrières dans l'utilisation professionnelle dans le domaine juridique. Par exemple, des notaires publics, même s'ils voient une personne qui a une pleine capacité juridique, demandent d'avoir une procuration, d'avoir un accompagnement par une personne qui n'a pas un trouble intellectuel. Donc, ces choses se sont faites comme ça depuis un certain temps et d'apporter un changement est très difficile. Donc, nous devons aborder cet enjeu. Il s'agit d'une barrière invisible qui existe à tous les jours dans la pratique juridique. Et dans cet enjeu, on examine 3 aspects principaux. Et ces aspects ressortent de recommandations juridiques. Et un aspect porte sur le physique, le cerveau. Le deuxième aspect porte sur la compréhension. Et c'est là que l'accès cognitif est très important. Troisièmement, c'est la question de ne pas subir de manipulation. Donc, quand on aborde ces 3 enjeux, la capacité juridique
doit être exercé sans cette peur qu'ont souvent les familles et ces barrières qui restent. Donc, ce lien critique entre le concept de capacité légale et de capacité cognitive nous porte à penser aux soutiens qui sont indiqués dans la Convention. Le soutien général, l'accommodement raisonnable et les ajustements procéduraux. Nous travaillons avec le système juridique et les organismes de défense des droits sur la façon dont ces accommodements et ces ajustements procéduraux peuvent se concrétiser, particulièrement quand il est question de personnes ayant un trouble intellectuel qui sont des victimes ou des témoins et qui doivent témoigner devant un tribunal. Donc, il y existe des lignes directrices qui ont fonctionné en Amérique latine et les juges se rencontrent pour étudier ces enjeux et fournir ces soutiens. Il y a aussi un mouvement sur la détermination des peines qui doivent être rédigées en langage simple lorsqu'il s'adresse à des personnes ayant des troubles cognitifs. Donc, c'est là où l'article 12 n'existe pas en silo. Il faut qu'il soit articulé. Il faut il faut composer avec l'article 12 et l'article 9 sur les moyens de communication, l'article 13 sur l'accès à la justice et ce qui est aussi important avec l'article 8 qui porte sur les discussions. Donc, il faut que tout le monde puisse comprendre ce qu'est un handicap et quels sont les soutiens qui existent pour la prise de décision. J'ai une certaine expérience en adaptation de textes de loi et de règlements en langage simple. Même chose pour les procurations et les formulaires de consentement médicaux. C'est très important que les personnes ayant des handicaps intellectuels comprennent véritablement ce qui se passe et de les laisser comprendre pour eux-mêmes et exprimer leurs préférences de façon très claire. Et de cette façon, ils peuvent exercer leurs propres capacités et leurs propres décisions. Et c'est une question de liberté. Et nous disons que l'accès cognitif, la compréhension cognitive mène à la liberté. Et un des outils sur lesquels nous travaillons, qui se prouve tous les jours comme étant le bon parcours à choisir, c'est de travailler sur des outils qui donnent un accès cognitif. Et ceci est très important. Et c'est ce que je veux dire en fermant mon élection d'aujourd'hui, c'est que les gens comprennent que les lois ont une connexion très claire avec la prise de décision et il faut comprendre ce que disent les lois pour bien comprendre les droits. Et la loi mentionne l'accès à la justice et il faut pouvoir comprendre et évaluer la justice qu'on reçoit. Donc, il s'agit de ma première réflexion pour aujourd'hui et j'espère pouvoir continuer et en apprendre de chacun d'entre vous. Merci. Merci beaucoup, Paola, de vos commentaires et de votre travail en Argentine. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit quand vous dites que l'habilité cognitive mène à la liberté. Je vais maintenant passer à notre dernier panéliste, Anna McQuarrie. Anna a travaillé dans le mouvement des droits des personnes handicapées depuis plus de 20 ans. Elle a déjà travaillé avec Inclusion Canada et Inclusion internationale en mettant l'accent sur les droits des personnes handicapées intellectuellement et leur accès à la justice ainsi que celui de leur famille. Elle a travaillé sur la Convention des Nations unies et sur ses efforts de mise en œuvre partout au monde. Elle travaille présentement comme consultante sur les droits de la personne et l'inclusion et elle est parent de 3 enfants handicapés.
Anna, merci beaucoup et bienvenue au panel. Vous êtes prête à commencer? Un instant, Anna, on a un problème avec votre audio. Je vois que vous n'êtes pas en sourdine, mais votre micro ne se connecte pas à nous. Non, on ne vous entend pas. Si vous pouvez vérifier que votre audio devrait sortir de votre casque d'écoute. Perfect. Ah, voilà, c'est parfait. Est-ce que ça va bien? Je crois que oui. Désolée, mon microphone a arrêté de fonctionner. J'allais simplement commencer en reconnaissant que je suis présentement au Nouveau-Brunswick, même si j'habite à Halifax, et je suis sur le territoire non cédé des Mi'kmaq et ici au Nouveau-Brunswick, sur le territoire non cédé des Wolastoq et Malécite. Donc, je voulais vous dire bienvenue. C'est très important de faire partie de cette conversation. Comme Tara l'a mentionné, j'ai eu le privilège de participer aux négociations sur la Convention des Nations unies. On dirait que ça fait toute une vie depuis que cela a pris place. Et en tant que membre d'Inclusion internationale et d'Inclusion Canada, nous savions dès le début dans notre délégation que la capacité juridique devait motiver la Convention. C'était essentiel que l'article 12 soit bien rédigé. Parce que sans le droit de prendre des décisions, comment peut-on décider d'où on va habiter, comment décider de l'accès au soutien dont on a besoin, comment avoir le contrôle sur sa santé, sa vie? Tout cela découle de l'article 12. Donc, on savait que pour avoir une vie qui a de la valeur, il faut avoir le contrôle sur sa vie. D'autres présentateurs ont parlé de ces enjeux, donc je ne vais pas les répéter, mais il est important de remarquer que dès le début, nous savions que sans la famille, l'article 12 allait manquer, n'allait pas réaliser son propre objectif. Il y avait beaucoup de questions là-dessus. L'article 12 portait sur le droit d'une personne à prendre ses propres décisions. Donc, comment inclure les familles là-dedans? Comme nous le savons et comme nous avons entendu dans les présentations d'aujourd'hui, pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, l'exercice de la capacité juridique peut exiger un certain soutien. Donc, nous étions fiers d'inclure le processus de prise de décision accompagné parce que pour beaucoup de pays et dans nombreuses organisations, c'était la première fois qu'on entendait parler de ce concept. Donc, nous avons mis l'accent sur les récits de famille comme celui d'Ian et Audrey et aussi sur le comité de solutions de rechange à la tutelle. C'est ce qui nous a permis de commencer le travail qui a mené à l'article 12. Nous avons bénéficié du leadership de Sue et Charlie qui étaient à New York pour les négociations. La présence de Charlie et de la famille Swanson a souligné l'importance de la prise de décision accompagnée et du rôle de la famille dans la compréhension des membres de leur famille pour que les décisions de Charlie puissent être articulées par les personnes qui l'entourent. Charlie a vraiment changé les esprits et a représenté l'importance de la prise de décision accompagnée. Nous avons eu des très bons leaders comme Sue et Rebecca qui ont parlé du besoin de soutien dans les familles. Donc, ici, nous avons entendu parler du Nouveau-Brunswick et d'autres endroits où l'article 12 a mené à des réformes législatives importantes. Le progrès que nous avons vu est très encourageant, mais nous devons quand même faire en sorte que les familles soient incluses dans l'élaboration des textes de loi et dans leur mise en œuvre et la mise en œuvre des pratiques connexes. Et les familles ont besoin d'aide, elles ont besoin de soutien pour comprendre ce qu'est la prise de décision assistée et ce qu'elle n'est pas, et pour bâtir leur confiance et voir comment les choses peuvent fonctionner. Et ils ont besoin d'exemples sur la façon dont les choses existent véritablement en pratique. Une réforme est nécessaire et doit comprendre où les changements doivent se produire. Nous savons tous que des changements doivent se produire presque partout, mais il faut avoir une certaine confiance pour s'attaquer à la peur qu'ont certaines familles. Les familles ont peur. Elles ont peur que quelque chose
de mauvais va se produire et elles peuvent méprendre le contrôle pour la sécurité. Nous pensons que si nous pouvons micro-gérer tout l'environnement, nous pouvons garder nos proches en sécurité, mais en réalité, cela ne fonctionne pas. Nous savons que nous avons besoin de bâtir des liens authentiques, des relations réciproques, et c'est ça qui garde nos proches véritablement en sécurité. Et il faut s'attaquer aux jugements auxquels font face les familles. Honnêtement, dès que quelque chose d'inhabituel se produit, la première réaction qu'un membre de la famille subit, généralement la mère, en fait, c'est pourquoi l'as-tu laissé faire cela? Comme si l'erreur était de votre faute, de leur avoir permis la dignité du risque, d'avoir permis à quelqu'un l'exercice de sa capacité juridique. Et ce jugement est véritable et nous le subissons tout le temps et ça nous met plus de pression, ça alimente les peurs que nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour garder nos proches en sécurité. Donc, il faut s'attaquer à cette peur qu'a les familles parce que de passer plutôt à la tutelle, c'est parfois assez subtil. Et ça me porte à mon deuxième sujet. Les familles se font présenter la tutelle comme le bon chemin, le chemin inévitable à suivre. Dans ma famille, nous avons récemment fini une évaluation pour ma fille aînée et nous avons aussi un autre point à faire sur la façon dont les évaluations sont le moyen d'avoir des soutiens. Mais la personne avec qui nous travaillons connaît bien notre famille, connaît bien ma croyance en l'inclusion, ma passion pour la création d'une vie inclusive pour mes enfants. Et à la fin de l'évaluation, on a parlé des prochaines étapes et il m'a dit, OK, c'est beau, tu reviendras dans 2 ans et nous allons commencer le processus de représentation juridique. Et j'étais complètement étonnée. Il ne voyait pas la déconnexion entre ce que nous essayons de bâtir et le besoin qu'elle soit en contrôle de sa vie. Il n'a jamais entendu parler de la prise de décision accompagnée. Et récemment, dans une réunion avec son école, ils ont commencé un processus de transition dès la première année pour que les élèves puissent penser à la vie après l'école. Et on s'est fait remettre un document. Et dans ce document, on présente les choses auxquelles on doit penser et la liste comprend dans quel foyer, dans quel milieu organisé va-t-elle vivre en tant qu'adulte. On a parlé d'apprentissage d'une profession. Comme on le sait, ça ne mène jamais à un vrai métier. Et nous avons aussi parlé de la représentation juridique. Il y avait d'autres choses sur le document aussi, mais le message clair était que ce serait une vie séparée qu'elle devrait mener et qu'il devrait y avoir une représentation juridique. Quand j'ai fait part de mes préoccupations, j'ai vu qu'eux aussi n'avaient jamais entendu parler de la prise de décision accompagnée. Et le troisième domaine dont dont je veux discuter, c'est que nous sous-estimons l'impact de nos systèmes en forçant les familles à choisir la tutelle, particulièrement dans les services bancaires et les soins de santé. De nombreuses familles n'ont pas d'autre choix que d'avoir une représentation. J'ai une collègue dont la fille a un besoin médical assez complexe. Elle a besoin de soutien 24 heures sur 24. Elle ne peut pas utiliser de mots pour communiquer et son médecin a simplement dit, si vous n'avez pas de tutelle établie, vous ne pouvez pas entrer. Et sans avoir de la famille dans la salle, personne ne peut parler au nom de Mallory parce que Mallory n'utilise pas de mots. Donc, il faut vraiment mettre de la pression sur nos systèmes. Et dans ma famille, quand on a fait nos testaments, l'avocat a prévu que lorsque nos enfants seraient adultes, la représentation juridique serait inévitable. Et lui non plus n'avait jamais entendu parler de prise de décision accompagnée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour moi, je crois qu'il y a 3 principes clés. Nous devons éduquer, nous devons bâtir la confiance, nous devons mettre en place des changements. Les familles ont besoin d'éducation et de soutien. Comme Paola l'a mentionné, nous devons aider les familles à comprendre ce que la prise de décision accompagnée peut être. Nous devons
l'expliquer aux familles aussi parce que souvent, c'est perçu comme étant irréaliste ou presque une blague. Et on entend ce genre d'hésitation quand les gens disent on peut faire n'importe quelle décision, peu importe la situation. Et quand on entend ça, il faut pouvoir s'y opposer. Nous sommes tous, euh, nous sommes tous régis par certaines lois et par certaines préoccupations pratiques. Moi, j'aimerais bien voyager partout dans le monde, mais est-ce que c'est possible? Non, pas nécessairement. Donc, il faut que j'élabore un plan et il faut vraiment être sérieux pour bâtir cette confiance dans la prise de décision accompagnée et ça pourrait aider à aborder ces principes. Nous devons aussi examiner notre compréhension des soutiens. Ça peut être aussi simple que de fournir de l'information en langage simple. Ça peut être assez complexe comme l'élaboration d'un réseau qui peut articuler les décisions en fonction des liens de confiance qui sont établis. Et c'est ce que Kurt a mentionné en parlant des lois au Nouveau-Brunswick. Et nous devons parler de la technologie et de la façon dont ces avancées peuvent nous aider à mettre en place des soutiens de manière différente. Pour de nombreuses familles, les enjeux financiers sont assez importants. Ils sont inquiets que leurs proches ne pourront pas payer leur loyer parce que leur budget sera utilisé de façon différente. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions qu'on pourrait examiner dans la prise de décision. Par exemple, est-ce que ma fille veut être itinérante? Non. Est-ce qu'elle veut se faire expulser de son logement? Non. Donc, quel soutien pouvons-nous mettre en place pour que le paiement de son loyer se fasse directement, pour que l'argent soit mis dans un compte sécurisé? Et comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour y arriver? Il y a plusieurs façons dont on peut utiliser ces soutiens. Ça ne doit pas être noir ou blanc. Il faut être ouvert et honnête. Paola et Faël en ont parlé aussi. Les familles ont besoin d'aide pour bâtir cette vision et pour comprendre qu'il est possible de faire des erreurs. Nous faisons tous des erreurs, c'est correct. Et est-ce que je vais apprécier toutes les décisions que font mes enfants quand ils seront adultes? Non, mais ma mère elle-même n'aime pas toutes les décisions que moi je prends non plus. Donc souvent, on retient, on prend les personnes handicapées et on les confronte à une norme à laquelle nous ne nous confrontons pas nous-mêmes. Par exemple, j'ai une hypothèque. Si on me demande ce que dit mon hypothèque, je n'aurai pas grand-chose à dire. Mais je sais que je dois de l'argent à la banque. Je dois leur payer cet argent tous les mois. On s'attend à ce que les personnes ayant une déficience intellectuelle aient une meilleure compréhension de la loi contractuelle que n'importe qui d'entre nous pourrait l'avoir. Et donc, on doit s'aider pour reconnaître cela. Nous devons bâtir la confiance des familles, des systèmes et du public. La vérité, c'est que maintenant, nos systèmes font de l'opposition. Ils ne voient pas ces décisions comme étant authentiques. Ils mettent au défi les familles et les poussent vers les tutelles, malgré le fait qu'il existe des solutions de rechange. Et nous devons changer cela. Nous devons mieux promouvoir le fait que tout le monde a le droit de prendre ses propres décisions. Et Kurt l'a mentionné plus tôt, on a le droit de prendre des décisions que les autres n'apprécient pas. Et simplement parce que moi, je n'aime pas une certaine décision, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la bonne décision. Et je dirais finalement qu'on a besoin de changements dans la façon dont on appuie les familles pour bâtir des vies inclusives. On ne se transforme pas par magie dans une personne qui peut prendre des bonnes décisions quand on arrive à 18 ans. Il faut que ce soit une compétence qui est bâtie à travers la vie. Il faut commencer tôt, il faut commencer à la maison. Donc, comment pouvons-nous appuyer les familles pour bâtir cette compréhension et ce système de défense? Il faut changer nos systèmes, il faut changer la façon dont les services bancaires, les services de soins de santé comprennent la prise de décision appuyée et le fait que ce sera mieux pour leurs patients et leurs familles et qu'il y a des façons de faire en sorte d'avoir de l'intégrité et de l'authenticité dans ces décisions. Donc, je vais m'arrêter ici. Je voulais simplement souligner certains éléments qui, du point de vue de la famille, sont véritablement des barrières dans la façon
dont nous voulons réaliser le droit à la prise de décision accompagnée et certains changements qui devraient être vraiment abordés dans le droit. Ça ne peut pas être simplement des éléments écrits quelque part. Il faut appuyer nos familles et nos communautés pour que les efforts de prise de décision soient véritables et authentiques et aient de la valeur. Merci et merci de m'écouter. Wonderful, Anna. Thank you very much for Merveilleux, Anna. Merci beaucoup pour vos commentaires et pour le fait de nous avoir rappelé de la dignité du risque. Maintenant, je vais inviter tous nos panélistes à allumer leur caméra. On a environ 15 minutes qui nous restent et on a eu des questions. Donc, petit rappel, les questions-réponses, le bouton est en bas de votre écran. Vous pouvez les envoyer soit par cette fonction, soit par courriel à forum@inclusioncanada.ca et je vais commencer. Si j'ai mes panélistes, je pense que cette question est peut-être plus pour Ken, mais je vous invite tous à contribuer, bien entendu. On a une personne de la Commission des droits de la personne de l'Australie qui dit qu'il y a une loi similaire, mais pas aussi élargie en Australie. Mais il y a un manque de connaissances au niveau des tribunaux et il y a très peu de soutien pour la prise de décision assistée. Est-ce qu'il y a des leçons à partager par rapport à la mise en œuvre, en sachant que le Nouveau-Brunswick vient juste de mettre ça en place? Oui, je peux en parler un petit peu. Nous comprenons qu'il va y avoir besoin de beaucoup de sensibilisation à ce sujet. Pour beaucoup de gens, la présentation d'Anna le met en avant. Personne ou très peu de personnes ont entendu parler de la prise de décision assistée. Et très tôt, quand on a su que la loi allait entrer en vigueur, on a décidé qu'il fallait d'abord commencer avec la communauté juridique et les avocats. Les avocats jouent un rôle important lorsque les gens nomment les personnes qui vont les aider dans l'autre chemin de cette loi. Donc, nous avons développé un programme de formation pour la communauté juridique, pour qu'ils comprennent vraiment la différence entre ce qu'ils connaissent et ce nouveau concept. Je pense que l'autre question que nous avons par rapport à la loi qui requiert une décision de justice par rapport à la nomination de ces gens. Et donc, on ne sait pas encore comment les juges vont recevoir les demandes d'ordonnance. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et j'apprécie le fait que c'est difficile d'avoir toutes les parties du système qui sont alignées. L'autre partie de la question, c'est la disponibilité du soutien. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment abordé dans la loi. Nous, en tant qu'organisation de société civile, en collaboration avec le gouvernement, on peut commencer à développer des moyens de s'assurer que les gens ont un accès aux gens en qui ils ont confiance pour aider à la prise de décision. Et ça souligne le concept de prise de décision avec soutien. Les gens ont besoin de ce soutien. La loi est claire. Les personnes qui aident ne peuvent pas être payées à moins que ce soit une personne de la famille. Et ça, c'est quelque chose qu'on a été content de voir dans la loi, mais ça laisse encore en suspens la question de savoir comment on appuie les gens qui sont plus ou moins isolés. Comment est-ce qu'on peut avoir des gens qui vont être dans leur vie et faire un bon travail? Donc, j'espère que j'ai quand même un petit peu répondu à la question. Est-ce que je peux dire quelque chose aussi? Je pense qu'une chose importante là-dedans, c'est l'appui des organisations locales comme Organisation Inclusion Nouveau-Brunswick ou d'autres,
parce que c'est là que la sensibilisation commence, ça crée une demande et ça aide aussi à investir pour s'assurer que les gens qui sont dans ces rôles de soutien comprennent ce à quoi ça ressemble. Donc, pouvoir partager des exemples concrets, proposer du mentorat ou des conseils, parce que je pense, j'ai discuté avec des bureaux de tutelle partout au Canada et quand on regarde le système, ça ne s'applique pas seulement à une seule population. Donc, il y a des inquiétudes, par exemple, au niveau de la maltraitance des personnes âgées. Donc, quand ils ont un problème, ils savent comment le régler, mais en fermant les robinets financiers, si on veut, mais ensuite faire revenir l'argent, ça devient difficile. Donc, voir la participation des groupes locaux, communautaires pour un soutien continu, pour que les gens ne se retrouvent pas dans des situations isolées. Et lorsque ces gens sont isolés, qui va bâtir les réseaux de soutien autour d'eux? Probablement les organisations locales de soutien. Donc, je pense que les organisations communautaires qui sont progressives et qui comprennent la prise de décision assistée à la capacité juridique est une partie essentielle de ce cadre de travail. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Yes, Paula, go ahead. Oui, oui, Paola. De notre expérience, la formation des juges et d'autres acteurs juridiques doit être faite avec les organismes sans but lucratif et avec les familles. Nous, c'est ce qu'on fait. Et c'est appuyé par l'objectif 16 et 17 de la durabilité. Et les guides, par exemple, parlent de public, de témoins. Et ça a été fait avec des tables de travail où les familles étaient incluses. Et ça, c'est très important. C'est la manière de faire. Un autre moyen qu'on a trouvé en Argentine, c'est de faire en sorte que tout le monde comprenne que la déficience intellectuelle n'est pas la cause de l'accessibilité ou du manque d'accessibilité. Quand on fait quelque chose pour les personnes avec des déficiences intellectuelles, ça aide toute la communauté. Donc, en développant les outils, ce n'est pas un coût additionnel au handicap, mais c'est un investissement pour la citoyenneté dans son ensemble. Ça, c'est très important. Par exemple, on a développé des procédures justes pour une jeune personne avec une déficience intellectuelle. C'est très important pour tous les enfants, tous les jeunes qui passent dans le processus judiciaire. Ça affecte tout le monde. Et je pense qu'il est très important de comprendre que c'est une question qui touche tous les citoyens. Ça dessert tout le monde. Dans ces cas-là aussi, pour la déficience intellectuelle, ça va plus loin. Il faut que ce soit de la communication qui est facile à comprendre, pas seulement du langage simple. Le comprendre, ça bénéficie à tout le monde. Donc, nous ne partons pas seuls en bataille. C'est tout le monde. Et je m'arrête là. Thank you. I'm going to move us. We have a question around New Brunswick's new laws. Merci. Nous avons une question sur la nouvelle loi au Nouveau-Brunswick. Est-ce que ça inclut précisément les gens souffrant de démence? Et sinon, comment est-ce que les personnes souffrant de démence et leurs personnes d'appui, ainsi que les autres personnes avec des déficiences acquises, comme ceux qui ont souffert d'ACV, comment peuvent-ils bénéficier de ces dispositions législatives? Ken might want to take that one, but I can start us off that, to my knowledge, that the Je peux commencer. À ma connaissance, les dispositions législatives du Nouveau-Brunswick ne le mentionnent pas spécifiquement, mais je dirais que la loi qui est conçue pour appuyer les personnes qui ont besoin d'aide dans la prise de décision
s'applique, peu importe la cause de leur déficience intellectuelle et la nature de l'handicap, mais de la déficience. Mais je vais aussi laisser Ken prendre la parole comme il est l'expert en matière de législation. C'est exact, Kurt. Il n'y a aucune mention dans la loi d'un diagnostic particulier ou d'une situation particulière qui pourrait changer les choses. Donc, c'est une question de protéger et de promouvoir l'autonomie des gens qui ont besoin de soutien en relation à la prise de décision. Et ça peut s'appliquer à un jeune adulte qui a le syndrome de Downs, comme ça peut s'appliquer à une personne de 80 ans qui a une certaine démence. Donc, je crois que la clé ici, c'est que les gens doivent pouvoir identifier les options qui pourraient fonctionner le mieux pour eux et qu'ils puissent le comprendre dans le contexte de leur réseau familial, le réseau de soutien. Il y a eu beaucoup de conversations sur les gens dont la situation représente une condition qui ferait en sorte qu'il serait de plus en plus difficile pour eux de prendre des décisions. Et on peut commencer avec un système d'accompagnement lors de la prise de décision, mais plus tard, il peut être nécessaire d'avoir une mesure de soutien plus exhaustive. Et nous pensons que les gens vont continuer d'utiliser les procurations. Et donc, ce serait quelque chose d'intéressant à surveiller à mesure que ces options de soutien sont de mieux en mieux connues et de voir comment ils chevauchent les outils plus traditionnels comme les procurations. Donc, il faudra qu'on essaie de suivre ça le plus près possible. Merci. Je crois que nous avons le temps pour une question de plus avant de terminer. Et nous avons une question. Comment est-ce que la prise de décision accompagnée est-elle intégrée dans la réforme du bien-être social au Nouveau-Brunswick et au Canada? Avez-vous des réflexions à ce sujet? Je pourrais répondre. Je n'ai pas un bon exemple, mais je peux vous faire part d'une certaine expérience. Les lois en Nouvelle-Écosse ne sont pas aussi avancées que j'aimerais qu'elles le soient, mais nous avons quelque chose qui s'appelle une présomption de capacité. Donc, nous passons à travers un processus de transformation avec nos services communautaires qui gèrent les programmes de soutien aux personnes handicapées et ils ont intentionnellement inclus dans le système une formation et une reconnaissance du fait que la présomption de capacité est notre point de départ et c'est comme ça que nous allons de l'avant. Ils investissent beaucoup dans la formation de leur nouveau personnel des premières lignes et en travaillant avec les gens pour faire en sorte qu'il y a une attente que dans le cadre de prise de décision assistée, et dans notre cas, c'est un peu informel parce que nous n'avons pas une reconnaissance juridique comme on voudrait l'avoir, que les gens puissent diriger l'utilisation de leur financement et de leur soutien et qu'ils soient les gens qui sont en contrôle de la façon dont cet argent est alloué et dépensé et comment il est dépensé. Est-ce que je peux intervenir ici avec un exemple? Ici, le problème est que même si on a cette idée qu'il y a une présomption de capacité, les formulaires qui doivent être remplis et tout ce qui entoure cela dans la routine quotidienne, c'est assez complexe. Donc, de mettre en place cela, c'est très important. Donc, les formulaires, par exemple, c'est quelque chose que je mets au test avec les autorités locales, doivent avoir un endroit pour que les personnes ayant une déficience intellectuelle puissent indiquer leur choix d'avoir une personne de soutien. Et il faut pouvoir mettre les coordonnées de cette personne. Donc, une personne ayant une déficience intellectuelle, par exemple, elle pourrait recevoir du financement pour ses études et toute l'information, tous les contrats et tout cela pourrait être envoyé à ce courriel. Et donc, dans ces cas-là, la personne ayant une déficience intellectuelle pourrait avoir
une difficulté à recevoir ou à examiner sa correspondance. Donc, ils ont besoin de soutien pour regarder leur correspondance. Ici, dans le formulaire, on donne le courriel de la personne de soutien et qu'il y a une contradiction, mais la personne elle-même devra recevoir l'information et devra mettre en copie la personne de soutien. Et il faut permettre cela. C'est un enjeu très simple, mais je le soulève aujourd'hui parce que nous sommes dans un grand groupe et nous oublions souvent que les droits, les lois existent dans la vie de tous les jours et ont un impact dans la vie de tous les jours avec des gens qui ne comprennent pas les handicaps et c'est là où se trouvent les obstacles. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de barrières et nous n'avons besoin uniquement que d'une phrase où la personne indique qu'il y a une personne de soutien et qu'il faut inclure cette personne. Il faut inclure ça dans les formulaires qui sont remplis. Merci beaucoup, Paola. Nous devons terminer maintenant la période de questions. Nous avons dépassé les temps. Nous avons quand même beaucoup de questions qui sont arrivées sur les différents niveaux d'accompagnement lors de la prise de décision dans la loi qui s'oppose à la prise de décision en tutelle. Donc, nous allons partager plus d'informations sur ces droits et nous allons aussi présenter un enregistrement de ce forum sur nos sites de médias sociaux. Donc, au nom d'Inclusion Canada, d'Inclusion internationale, de Fondation Visabilia, je remercie nos panélistes d'aujourd'hui de leur offre très généreuse de leur temps et de leur expertise. Et je vous remercie aussi tout le monde dans le monde qui sont venus se joindre à nous. Donc, quand on quittera le webinaire, vous recevrez un sondage à 3 questions et j'espère que vous allez le remplir. C'est notre façon d'avoir vos coordonnées si vous voulez continuer de participer à ce travail sur la capacité juridique et la prise de décision accompagnée. Et donc, merci beaucoup de vous joindre à nous et j'espère que vous passez une belle journée.